Bonjour, je pense que vous me voyez, vous m'entendez. Merci de confirmer. Bienvenue sur ce webinaire de qualité et formation professionnelle consacré cet après-midi à 10 points clés pour rendre sa formation éligible au CPF et essayer de voir un petit peu le système dans lequel nous sommes avec ce système de CPF, puisque chaque jour, vous recevez des appels de gens qui vous disent je voudrais faire votre formation, mais est-elle éligible au CPF? Et puis, vous vous interrogez sur mais comment cette formation peut-elle devenir éligible au CPF. Alors, c'est ce que nous allons voir pendant une heure, entre 1 heure et 1 heure 30. J'ai mis 90 minutes pour que nous ayons le temps de bavarder. Alors, d'abord, je voulais remercier Aurore et Gabriel qui, malheureusement, ne peuvent pas être là, mais qui m'ont aidé à préparer ce webinaire avec Cathy et Sarah qui, elles, sont aux manettes du webinaire, mais vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas non plus. Voilà, et bienvenue à tout le monde, et merci de votre fidélité à cette chaîne qui a maintenant presque 21 000 abonnés. Alors, 10 points clés pour rendre une formation éligible au CPF. Alors, nous allons voir pourquoi rendre sa formation éligible au CPF, savoir de quoi on parle, parce que bon, nous avons régulièrement des appels et on s'aperçoit bien que tout le monde est un petit peu perdu entre les formations, les titres, les certifications, les codes collectifs, etc. On va essayer d'identifier tout ça et d'identifier aussi quelles sont les parties prenantes dans ce système CPF, qui fait quoi et qu'est-ce qu'il y a à faire. Après, eh bien, il faudra qu'on voit comment on peut disposer de formations, de parcours de formation qui sont susceptibles d'être éligibles au CPF, et puis comment prendre des contacts avec les certificateurs, puisqu'avant de se lancer soi-même dans le dépôt d'une certification auprès de France Compétences, on peut peut-être essayer de passer un accord de partenariat avec un certificateur. Alors, je sais, tout le monde me dit c'est compliqué, les certificateurs ne veulent pas, c'est vrai. Néanmoins, bon, on va essayer de voir quand même la mécanique de tout ça. Voilà. Sans retour d'un certificateur, alors là, évidemment, on peut commencer à envisager de déposer sa certification au répertoire de France Compétences, et j'insiste sur le mot certification, car France Compétences n'est pas un catalogue de formation. On ne dépose aucune formation à France Compétences. Régulièrement, nous avons des gens qui nous appellent en disant « je voudrais déposer ma formation au répertoire ». C'est un petit peu plus complexe que cela, c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, pour un dépôt au RNCP, ben, on verra les conditions, en particulier les conditions de présentation de deux cohortes de sortants qui ont obtenu leur titre, et puis savoir ce qu'ils sont devenus au bout de 6 mois, est-ce qu'ils exercent bien dans une fonction qui est en rapport au titre visé et à un niveau de rémunération équivalent au niveau de rémunération qui a été fixé. Pour un dépôt au répertoire spécifique, eh bien, on verra comment il faut disposer d'une compétence qui est recherchée sur le marché du travail. Et puis, dans les deux cas, nous verrons comment disposer d'une ingénierie de certification et non pas une ingénierie de formation, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, dernier point clé, le point clé numéro 10, eh bien, c'est constituer un dossier qui soit bien documenté et rédiger une demande d'enregistrement qui ait des chances de passer. Voilà. Alors, pourquoi rendre sa formation éligible au CPF? Je vous le disais au début de ce webinaire, régulièrement, nous avons des personnes qui nous appellent en nous demandant comment inscrire leur formation au CPF, parce qu'évidemment, il y a une puissante demande quotidienne auprès de tous les prestataires de formation
que vous êtes, hein, parce que je pense que sur les 637 personnes qui sont là, pour l'instant, beaucoup d'entre vous êtes des organismes de formation, même si nous avons d'autres prestataires. J'en profite pour saluer mes collègues qui sont là, qui font aussi de l'accompagnement à l'enregistrement au répertoire. Pourquoi rendre sa formation éligible au CPF? Eh bien d'abord parce que nous sommes organisme de formation, centre de bilan de compétences, centre d'accompagnement à la VAE et centre de formation par apprentissage. Nous sommes devenus, avec la loi du 5 septembre 2018, des OPAC, opérateurs prestataires d'action de compétences, ou des PAC, prestataires d'action de compétences, ou, comme le dit notre ami Jean-Pierre Willems, des ACDC, c'est-à-dire acteurs concourant au développement des compétences, puisque l'article L6313-1 du Code du travail, qui, je vous le rappelle, est la base de la certification Calliope, hein, puisque Calliope est calculé, vous êtes certifié en action de formation ou en bilan de compétences ou en accompagnement VAE ou en apprentissage, ou l'un des quatre ou les quatre, vous êtes certifié dans l'une ou les autres des catégories. Donc, quand vous êtes organisme de formation, centre de bilan de compétences, centre d'accompagnement à la VAE ou centre de formation par apprentissage, vous êtes ACDC, PAC, OPAC, tout ça, c'est la même chose. Bien. Et vous avez à l'intérieur de ces quatre catégories, l'apprentissage conduit nécessairement à un titre professionnel ou un diplôme professionnel inscrit au répertoire national. Il ne peut pas y avoir d'apprentissage sans répertoire national. Bon, alors l'apprentissage, il ne se fait pas en principe avec le CPF. Maintenant, l'accompagnement à la VAE et les bilans de compétences sont automatiquement éligibles au CPF. Donc, il va nous rester la question des organismes de formation et comment je fais que ma formation devienne éligible au CPF. C'est ce que nous allons voir et la condition qu'il faut remplir pour ça. Alors, le deuxième point, c'est qu'on a une forte demande quotidienne de financement CPF des clients qui veulent faire financer leur formation par leur CPF et on ne sait pas toujours répondre. La deuxième raison, c'est que Pôle emploi, par exemple, mais aussi des employeurs très souvent veulent obliger les personnes qui souhaitent passer une formation à mobiliser leur CPF. Voilà. Donc, on a une forte demande à la fois des personnes elles-mêmes et ces personnes se retrouvent aussi sous pression d'un financeur comme Pôle emploi ou sous pression de leur employeur. Donc, tout ça, ça fait une pression forte qui s'exerce sur les prestataires d'action de formation pour rendre éligible leur formation au CPF. Néanmoins, il y a une forme d'illusion sur la valeur réelle du financement par le CPF. Ça, c'est mon point de vue en tout cas. C'est qu'on a un budget annuel consacré au CPF qui est restreint par rapport à l'ensemble du budget de la formation professionnelle. Nous avons environ 10 milliards à 15 milliards d'euros de budget de la formation professionnelle, des coûts pédagogiques qui sont reversés aux organismes que nous sommes. Et à l'intérieur de ça, on a environ une enveloppe de 3 milliards pour le CPF. Donc, on voit bien que le CPF est un aspect du financement de la formation professionnelle. Donc, il y a une sorte de, je ne dirais pas de bulle spéculative, mais en tout cas de bulle certainement spéculative, peut-être pas, encore que visiblement un certain nombre de personnes un petit peu pas très bien avisées, pour ne pas dire pas très bien intentionnées, se sont engouffrées dans le système pour pouvoir bénéficier de cette bulle. Pas très prudent. Vous savez qu'il y a le ministère du Travail et la Caisse des dépôts et consignations déposé un certain nombre de plaintes auprès en justice parce que on est sur une valeur d'à peu près 12 millions d'euros voilà, qui sont distribués par le CPF et qui ne devraient pas l'être. Donc, méfiance par rapport à ça.
Pour illustrer ce que je viens de dire, je vous ai mis une diapositive qui est la fiche 1.4. Vous savez que Centre Info fait des fiches pratiques et vous avez une fiche pratique de Centre Info sur justement la répartition des fonds du CPF. Donc on voit bien que sur le budget, l'ensemble du budget, la partie CPF de financement, c'est entre 5 et 35%. Ça veut dire que si on a 10 millions d'euros, eh bien, voilà, entre 5 et 35%, je vous laisse faire part de combien c'est. Et on a 55 à 83% sur l'alternance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le focus de la formation professionnelle, je vous rappelle que le titre 1 de la loi du 5 septembre 2018, le titre premier, c'est « Vers une nouvelle société de compétences ». Vers une nouvelle société de compétences. Eh bien, on considère que l'alternance et le développement de l'apprentissage et toutes ces modalités pédagogiques vont faire que vers une nouvelle société de compétences prend son sens. Et Calliope s'insère là-dedans avec l'article L63-13-1 du Code du travail, vers une nouvelle société de compétences avec les actions de formation, avec les bilans de compétences, avec la BAE et avec l'apprentissage. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à ce plan de répartition des sommes pour vous dire que bien CPF, hein, toutes les mains s'accrochent à CPF, mais il y a une part d'illusion à un certain moment parce qu'une fois que le budget CPF sera épuisé une année, eh ben, ce sera terminé, on ne pourra plus faire financer sa formation par le CPF. Est-ce que c'est, moi je rentre pas dans, moi je fais un état des lieux, hein, je fais un constat, je ne prends pas position sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, il faudrait faire autrement, etc. Je vous en laisse discuter. Alors, comment fonctionne le CPF dans la fonction publique? J'ai envie de dire, je botte un petit peu en touche parce que je ne connais pas bien le sujet du CPF dans la fonction publique et je crois qu'il vient de se mettre en place. Enfin là, vous pouvez m'appeler, on peut en discuter hors webinaire, hein, de la question de comment fonctionne le CPF dans la fonction publique. Alors, l'accompagnement VAE est automatique. Il faille être habilité en tant que d'accompagnement auprès VAE, auprès des régions. Il est tout à fait probable que pour faire de l'accompagnement à la VAE, il y ait des conditions particulières. Et là, je vous renvoie quand même à votre Calliope sur la VAE. Hein, voilà. Et les démarches pour apparaître dans le centre de formation de l'CPF, eh bien d'abord, vous ne pourrez pas obtenir un financement de qui que ce soit si vous n'êtes pas certifié Calliope dans la catégorie VAE. Hein. Vous obtiendrez des financements pour vos formations parce que vous êtes Calliope Action de formation. Vous obtiendrez des financements bilan de compétences parce que vous êtes Calliope bilan de compétences. Hors des conditions particulières régionales pour la VAE, eh bien, effectivement, vous ne pourrez pas obtenir le financement de qui que ce soit sans être Calliope dans la catégorie VAE. Et idem pour l'apprentissage, mais là, l'apprentissage sort du sujet CPF. Voilà, j'essaye de répondre à vos questions au fur et à mesure. Oui, les slides sont téléchargeables. Déjà, le document, vous avez ce document, voilà. Alors, le CPF de transition est un CPF particulier qui remplace ce qu'on appelait le congé individuel de formation. Et là, pour ça, vous devez vous adresser à Transition Pro dans votre région. Et c'est Transition Pro qui vous répondra sur la mise en place d'un CPF de transition. C'était ce qu'on appelait avant le congé individuel de formation, Transition Pro. Voilà. Donc, je continue. Si vous avez des questions relatives au financement, vous pouvez les poser. Hein. J'essaye de répondre à vos questions parce que Cathy et Sarah, qui sont en manette, me mettent ça sous les yeux et c'est plutôt pas mal et assez confortable. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe sur pourquoi rendre sa formation éligible au CPF.
pour que nous avancions. Alors maintenant, il faut savoir de quoi on parle quand on dit rendre sa formation éligible au CPF, hein, parce que en 2017, hein, le CPF devait devenir, en fait, quand on a transformé le CPF, quand on a transformé les heures de CPF, on les a transformées en euros. Là, la Caisse des dépôts en particulier nous a clamé au rudi et tordi que le CPF allait devenir le supermarché de la formation professionnelle et qu'on allait faire un learning advisor de la formation professionnelle. Les gens pourraient choisir leur organisme de formation et leur formation en consultant les appréciations des stagiaires, etc. Oui, mais ce qui n'était pas dit dans ce discours-là à l'époque, c'est que ce ne seraient pas toutes les formations sans distinction qui seraient éligibles au CPF, mais seulement un certain nombre d'actions de formation, de développement des compétences, et pas les autres. Bien. Alors, seuls sont éligibles des actions de formation certifiantes pour la catégorie actions de formation. Également éligibles les bilans de compétences et les accompagnements à la VAE. Je ne rentre pas dans le sujet technique de l'agrément, bilan de compétences, agrément VAE, etc. Ce n'est pas le sujet de l'après-midi, si vous voulez. Le sujet, c'est pourquoi et comment rendre ces actions de développement des compétences éligibles. Et puis, ils sont également éligibles les permis de conduire et la préparation à une création d'entreprise. Alors là, la préparation à la création d'entreprise, je sors le panneau danger. Hein, ne faites pas n'importe quoi avec ce code spécifique de la création d'entreprise dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une formation certifiante? Eh bien, une formation certifiante, c'est une formation qui prépare à un examen qui délivrera, après validation du jury, un titre professionnel ou une certification de compétences. Le titre professionnel, il est inscrit au répertoire national de la certification professionnelle, enfin, des certifications professionnelles. Ça concerne les diplômes. Les diplômes, seul l'État peut délivrer des diplômes. Vous pouvez toujours faire une remise de séance des diplômes avec une cérémonie, avec des chapeaux carrés, il n'y a aucun problème, vous pouvez appeler ça remise de diplôme. C'est le mot diplôme au sens morceau de papier, mais sur le morceau de papier en question, seul l'État a le droit d'écrire diplôme. Hein. Et donc, sinon, vous avez les CQP, certificats de qualification professionnelle. Là, les certifications de qualification professionnelle, ce sont les branches professionnelles qui sont propriétaires de leur CQP. D'accord ? Et ensuite, vous avez, en fait, c'est pas 1, 3, 4, c'est 1, 2, 3, mais bon, c'est parce que j'ai enlevé, c'est une petite erreur, mais bon, vous me la pardonnerez. Donc, et la troisième catégorie, c'est les titres à finalité professionnelle. Les titres à finalité professionnelle, donc, ce sont les titres que nous, entreprises privées, nous pouvons déposer. Vous, moi, voilà, je peux vous citer des titres à finalité professionnelle déposés par de nombreuses entreprises privées. Mais le titre à finalité professionnelle s'appelle bien comme ça. Et puis, il y a en ce moment, en particulier sur la sûreté-sécurité, il y a le CQP, il y avait un CQP agent de sécurité, par exemple, qui est en train de se transformer en titre à finalité professionnelle pour certains organismes de formation qui préparent maintenant un titre à finalité professionnelle et non plus un CQP. Et c'est la même chose, le résultat elle-même, on a un titre professionnel d'agent de sécurité. D'accord ? Agent de sécurité est un métier. Et au répertoire national, on a bien des métiers. Au niveau de répertoire spécifique, on a des certifications et des habilitations. Certifications, ce sont les certifications que vous déposez, que nous déposons à titre privé, de la même manière, et c'est une certification sur une compétence particulière.
une compétence spécifique qui va améliorer l'employabilité des gens qui ont un métier. Et puis, ça peut aussi être une habilitation. Alors, l'habilitation, elle est délivrée par un organisme ou une institution d'État. Par exemple, si vous avez un CQP de chauffeur routier qui est de la branche du transport, vous êtes chauffeur routier et vous voulez devenir chauffeur routier international, vous avez une habilitation douane, vous passez l'habilitation douane et à ce moment-là, vous n'êtes pas devenu douanier, vous êtes resté chauffeur routier, mais vous avez amélioré votre employabilité avec cette habilitation douane, puisque vous pouvez aller chercher un emploi au niveau international, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Ces deux répertoires fonctionnent comme ça. C'est ça la passerelle entre les deux répertoires. Donc, au niveau du répertoire spécifique, on dépose une compétence particulière. Et puis, il y a des habilitations. Alors, les habilitations, vous en avez beaucoup, en particulier les CACES, certificat d'aptitude à la conduite en sécurité pour les engins spéciaux, les chariots élévateurs, etc. Vous avez la SST. Bah, tiens, vous avez un titre de formateur pour adultes. Vous avez un titre professionnel de formateur pour adultes, donc vous êtes formateur. Mais le jour où vous voulez faire de la formation santé-sécurité au travail, eh bien, il vous faut une habilitation SST. L'habilitation SST, elle est au répertoire. Eh bien, vous pouvez faire la formation habilitation SST, et votre formation pour être formateur habilitation SST pourra être prise en charge au titre du CPF, puisque ça conduit à une certification enregistrée au répertoire. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si les NRS fait payer cette habilitation et combien. Vous voyez comment ça fonctionne. Et ça, ce sont pour les formations certifiantes. Une formation certifiante doit conduire nécessairement à la préparation à un examen qui permet d'obtenir ce titre professionnel ou cette certification de compétences ou cette habilitation. Je fais une formation CACES chariot élévateur. Le CACES chariot élévateur, il est inscrit au répertoire spécifique en tant qu'habilitation. Ma formation CACES chariot élévateur est éligible au CPF. Vous voyez comment ça fonctionne. Maintenant, le CACES chariot élévateur, c'est pas moi. C'est pas moi le certificateur, c'est l'INRS. Il y a un Institut national de recherche en sécurité. Moi, je ne suis qu'organisme de formation. Donc, vous voyez, j'ai déjà identifié deux parties prenantes. J'ai un organisme certificateur et c'est l'organisme certificateur qui détient le titre au RNCP ou la certification au RS. Et moi, je suis organisme de formation. Voilà. Et donc, quand je suis organisme de formation, je ne suis pas nécessairement organisme certificateur. Bien. Alors, dernier point, pour les actions de formation, je peux aussi délivrer un permis de conduire. Le permis de conduire est aussi éligible au CPF. Donc, vous avez des auto-écoles qui vous font de la publicité sur mon permis gratuit. Bon, alors attention à toutes ces auto-écoles en particulier, mais je salue mes amis auto-écoles que j'accompagne s'il y en a ici, de faire attention, parce que les règles quand même sur la publicité pour les formations professionnelles sont quand même très strictes. Et vous n'avez pas le droit de dire formation gratuite, prise en charge assurée. Non, 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 non. Vous pouvez dire qu'il y a une possibilité de demande de prise en charge. La formation est éligible, peut-être, mais la prise en charge, elle n'est pas automatique. Le financeur n'est pas obligé d'accepter. Voilà. Donc, on ne peut pas garantir. Voilà. Et de toute façon, quand on mobilise son CPF, on a payé quelque chose. Et donc, ce n'est pas gratuit. Voilà. Alors, je reviens sur le code collectif. Donc, on a un premier code collectif qui est le permis de conduire, code 202 ou je ne sais plus combien. Bon. Et puis, on a un deuxième code collectif qui est le code 203 pour la création d'entreprise. Alors, le code 203 pour la création d'entreprise, quand on va sur moncompteformation.gouv.fr, on trouve des choses très curieuses qui n'ont rien à voir avec la création d'entreprise. Donc, la Caisse des dépôts et consignations qui gère le CPF, on est d'accord, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui gère le CPF, a commencé de mettre les holà sur le code 203 et les règles sont précises pour le code 203. Vous devez accompagner une personne pour une création d'entreprise
en l'accompagnant pour sa création d'entreprise. Donc, premier point, l'entreprise ne doit pas avoir déjà été créée. C'est-à-dire quelqu'un que vous accompagnez qui a déjà un numéro SIRET ou sirène, non, le code 203 ne peut pas fonctionner. Alors jusqu'à présent, ça a fonctionné, mais il y a des retours de bâton, des demandes de remboursement qui risquent de se faire, de se produire, parce qu'on a formé des gens sur ce qu'ils allaient faire dans l'entreprise. Hein, mais ce n'est pas une création d'entreprise, vous voyez. Donc il peut y avoir des choses qui sont pertinentes. Le créateur d'entreprise, il a besoin de comprendre d'abord la première chose, c'est d'avoir un petit peu une formation sur quels sont les différents statuts pour sa création d'entreprise. Est-ce qu'il vaut mieux être auto-entrepreneur, être en EURL, être en SARL, en SARL unipersonnel, en SAS unipersonnel, enfin bon, on a toutes. Et puis surtout, ce que demande aussi la Caisse des dépôts, c'est qu'on ait fait quand même une étude de faisabilité de cette création d'entreprise. Est-ce que cette création d'entreprise, elle a quand même une chance de voir le jour, etc. Donc, attention avec ce code CPF 203. On voit trop de choses qui n'ont rien à voir avec la création d'entreprise. Voilà, je vais regarder un petit peu les favoris, ce que vous nous dites. Le certificateur n'est pas nécessairement l'organisme dispensateur. La réponse, oui, bien sûr que l'organisme de formation peut être lui-même organisme certificateur. Il faut, pour être organisme certificateur, déposer ma certification. Hein. Mais ce que je dépose au répertoire, ce n'est pas ma formation. J'ai la formation d'un côté. Quand je suis organisme certificateur au répertoire, j'ai ma casquette d'organisme certificateur. Et puis, mon premier partenaire avec lequel je vais travailler en tant qu'organisme de formation, c'est moi-même, puisque je suis organisme de formation. Mais j'ai bien deux casquettes. Je suis organisme certificateur chez France Compétences et puis organisme de formation à la Caisse des dépôts et consignations. D'accord ? Et c'est auprès de la Caisse des dépôts et consignations que se joue la question de la formation professionnelle et de sa prise en charge. C'est parce que je suis organisme de formation que ma formation est prise en charge par le CPF. Et bien évidemment, puisque cette formation vise à obtenir une certification qui est inscrite au répertoire national ou spécifique, eh bien, évidemment que ma formation devient éligible au CPF. C'est moi qui suis le titulaire du certificat, c'est moi le titulaire du certificat ou du titre, eh bien, c'est moi qui suis titulaire du titre. Ça ne change rien, ça ne change rien à l'affaire. Si ça répond à votre question. Oui, on peut inscrire la création d'entreprise sur la plateforme EDOF, bien évidemment, puisque c'est ce que je viens de vous expliquer, à condition de vraiment faire de l'assistance à la création d'entreprise et de ne pas faire du yoga, du je sais pas quoi, en disant ouais, c'est parce qu'il veut être professeur de yoga, donc je l'aide à créer son entreprise de professeur de yoga. Vous voyez, je caricature un peu, mais on a des choses dans le code CPF où ça, c'est passé parce que je pense que nos amis de la Caisse des dépôts n'avaient pas tout prévu et que bon, les choses s'installent aussi dans le paysage et qu'ils n'avaient pas prévu que ce code 203, ça allait tellement déborder comme ça. Parce qu'évidemment, ça évite d'aller déposer une certification au répertoire, vous comprenez ? Tout devient une aide à la création d'entreprise à ce moment-là. Voilà. Alors, pour la formation préalable TOEFIC, TOEFL est éligible au CPF, la réponse est oui, puisque tout ce qui est les langues, tout ce qui est la bureautique, vous avez un certain nombre de choses qui sont déjà inscrites au répertoire spécifique et qui, bien entendu, la formation devient éligible, à condition toutefois, c'est ce que nous allons voir après, que le TOEIC, le TOEFL, etc., le certificateur qui est titulaire de la certification vous est reconnu comme partenaire préparant à sa certification. Et ça, c'est nouveau, ça se met en place entre France Compétences et la Caisse des dépôts et consignations. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus, parce que
je peux vous raconter quelques anecdotes à ce sujet-là, mais on ne pourra plus dire eh ben, j'utilise le CPF de quelqu'un sans que le quelqu'un en question soit au courant que j'utilise son CPF. Moi, j'ai eu une de mes clientes qui m'a appelé, qu'on a déposé deux certifications professionnelles, voilà, CNCP, c'est-à-dire l'inventaire qui précédait le répertoire spécifique. Et puis, ces deux certifications arrivent à renouvellement et donc on travaille sur le projet de déposer le renouvellement de ces deux certifs. Et puis, elle m'appelle en disant j'ai reçu un mail ce matin d'une personne qui me demande comment faire pour délivrer elle aussi la formation qui prépare à ma certification professionnelle inscrite au répertoire spécifique. Parce qu'elle elle a vu ça, que la société X prépare à ma certification. Alors, je suis allé voir la société X et je suis tombé un petit peu de ma chaise parce que la société X utilise bien mon code CPF, prépare bien à ma certification professionnelle. Moi, c'est 49 heures le parcours de formation pour préparer cette certification et cette société, elle a un parcours de 14 heures et un parcours de 21 heures pour préparer à ma certification qui, elle, est basée sur un parcours de 49 heures. Donc, je lui dis, écoutez, première chose à faire, constat d'huissier, d'accord. Deuxième chose à faire, prévenir votre avocat, travailler ce que je vous conseille, mais moi, je ne suis pas conseil juridique et je n'ai pas le droit de le faire. Mais de mon point de vue, c'est urgence, constat d'huissier, envoi du constat d'huissier à la Caisse des dépôts. Ce qu'elle a fait. Et le lendemain, la Caisse des dépôts lui a dit, ça y est, nous sommes intervenus auprès du prestataire. Il doit arrêter immédiatement d'utiliser votre code CPF sans autorisation. Ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher, ce genre de plaisanterie. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser le code CPF de n'importe qui comme ça. Donc, y compris pour les langues, y compris pour la bureautique, etc., vous devrez avoir été déclaré par l'organisme certificateur auprès de France Compétences pour que vous soyez reconnu en tant qu'organisme de formation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Tant que ça, ce ne sera pas fait, ce ne sera pas jouable. Voilà. Donc, les choses sont en train de se resserrer. Donc, ce système entre France Compétences et la Caisse des dépôts et consignations, il est en train de se mettre en place. Hein. Voilà. Mais c'est pour ça que ce webinaire, j'ai voulu le faire aujourd'hui aussi pour essayer d'éclairer un petit peu ce paysage. Des questions? Non, il n'y a pas de code, il n'y a pas de certificateur pour le code 203 et il n'y a pas de certificateur pour le permis de conduire non plus. Hein. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas des certifications professionnelles. Le code 203, c'est ce qu'on appelle des codes collectifs. Hein. Les codes collectifs, c'est-à-dire, ça appartient à tous, ça appartient à tout le monde. Il n'y a pas de certificateur particulier. Et puis, je ne sais pas ce qu'est devenu cette idée, mais pendant un moment, il se murmurait que des codes collectifs, il pourrait y en avoir pas mal. Hein, ça pourrait se développer. Pour l'instant, je n'en ai pas vu apparaître de nouveau. Mais en tout cas, on en a un avec la création d'entreprises. Voilà. Alors, peut-on déposer une formation qualifiante type formation soudage? Oui, alors, premièrement, je crois que vous n'avez pas très bien compris, Sophie, mon discours. Vous ne déposez pas une formation, vous déposez une certification. On va voir le point suivant sur comment on fait la distinction entre métier, titre professionnel et titre à finalité professionnelle et compétences. CQP, le CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle. L'organisme certificateur du CQP, c'est la branche professionnelle. Je vous ai dit, vous avez un titre, un CQP de chauffeur routier. Le certificateur, c'est la branche du transport. Voilà. Alors que je pourrais avoir un titre à finalité professionnelle de chauffeur routier qui serait un titre CFS+, pourquoi pas, si je peux créer un titre professionnel. Une profession n'appartient à personne. Hein. Donc, n'importe qui peut déposer une profession nouvelle. Et puis, moi, j'accompagne des organismes pour déposer des certifications au répertoire national. Et puis, il y a des métiers qu'on a créés
le métier n'existait pas. Et maintenant, il existe. Il y a un organisme certificateur qui a créé ce métier. Si demain, un de ses concurrents vient et se positionne en disant « moi aussi, j'ai un titre professionnel sur ce métier », le premier organisme qui a créé ce métier, il ne peut rien dire, parce qu'il n'est pas propriétaire du métier. Je prends l'exemple de sophrologue. Si vous allez voir sophrologue, je crois que vous avez 5 ou 6 titres à finalité professionnelle de sophrologue. Mais il n'y a pas de CQP, voilà, parce que la branche n'existe pas. Bon, vous voyez, il y a des choses. Alors, faire que vos clients puissent utiliser leur CPF pour se faire coacher, je n'ai pas de réponse à utiliser son CPF pour se faire coacher. Soit je dépose, et j'ai vu d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la commission de France Compétences se réunit tous les mois. Donc tous les mois, France Compétences étudie un certain nombre de dossiers, dans les 100 à 200 dossiers par mois, à la fois répertoire spécifique et répertoire national. Bien. Et puis tous les mois, vous avez aux alentours du 20 du mois la publication des décisions du mois, les décisions prises par la commission. Bien. Eh bien, dans la décision du mois d'avril, qui date du 20 avril, nous avons un métier de coach professionnel. Voilà. Donc, ce métier de coach professionnel, je ne sais plus qui est le certificateur, eh bien, vous préparez quelqu'un à devenir coach professionnel, vous vous rapprochez du certificateur qui est titulaire du métier, enfin, qui est titulaire de son titre coach professionnel, et puis vous voyez avec lui si vous pouvez préparer quelqu'un à devenir coach professionnel et à lui faire passer l'examen. S'il est d'accord, il vous déclare comme partenaire auprès de France Compétences. Alors, votre formation deviendra éligible au CPF. Maintenant, quelqu'un qui dit je veux me faire coacher, est-ce que mon coaching est éligible au CPF? La réponse est non. Voilà. Alors, sauf si quelqu'un dans la salle, vous êtes à peu près 700, apporte une contradiction, moi je veux bien, hein, je suis prêt à tout entendre. Mais pour moi, mes clientes utiliser leur CPF pour se faire coacher, la réponse est non. Hein. Alors, si l'on travaille avec des formateurs en sous-traitance, on doit les déclarer à EDOF? Non. Si vous travaillez en sous-traitance avec des formateurs, c'est pas tellement le mot de sous-traitance est inadapté. Le mot de partenaire est adapté parce que la sous-traitance, laissons la question de la sous-traitance à la certification Calliope. Vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas, que pour pouvoir être éligible au CPF, sans Calliope, c'est même pas la peine d'y penser. Donc là, aujourd'hui, nous parlons de certification professionnelle. Ce qui est inscrit au répertoire national, ce sont des certifications professionnelles. Et pour préparer des gens à passer un examen permettant d'obtenir une certification professionnelle, il faut avoir en tant qu'organisme de formation une certification qualité, Calliope. Si en tant qu'organisme de formation, je n'ai pas la certification Calliope, ma formation n'est pas éligible à aucun financement. Elle n'est éligible à aucun financement, ni CPF, ni un autre. Donc la sous-traitance, c'est plutôt une question Calliope. Ici, dans ce système de certification professionnelle, on va parler de partenariat et de co-certificateur. D'accord? C'est ce que nous allons voir après. Et d'ailleurs, c'est la diapositive suivante, si vous me posez la question. Alors, comment on change un code spécifique sur mon compte formation.gouv.fr? Excusez-moi, mais pour moi, c'est un petit peu hors sujet. Certification RS consultant bilan de compétences, d'être éligible au bilan de compétences, probablement oui. Alors, je dépose ma certification sous le code 203. On ne dépose aucune certification sous le code 203. Le code 203, il est libre d'utilisation à condition de respecter les règles du code 203 qui sont fixées par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, je vous invite sur moncompte.gouv.fr, la plateforme EDOF, à rechercher le document
de la Caisse des dépôts et consignations qui traite des règles applicables au code 203. Voilà. Donc, vous faites reconnaître votre code 203 par la Caisse des dépôts. Il n'y a pas, France Compétences n'intervient pas dans le code 203, puisqu'il n'y a pas de certification. Voilà, j'espère répondre à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le titre n'a pas son renouvellement dans le cadre d'une formation en 3 ans? Quid des stagiaires qui sont inscrits depuis 1 ou 2 ans? Comment peuvent-ils utiliser leur CPF? Voilà, question à voir avec chacun des financeurs au cas par cas. J'ai envie de dire, le renouvellement est en cours. Si vous faites payer la formation avec un CPF chaque année, c'est un petit peu différent que si vous avez fait payer la première année et que c'est encore en cours. En tout cas, ce que je peux dire sur le renouvellement, c'est que quand vous allez sur le site de France Compétences et que vous regardez les certifications, vous avez des certifications actives et des certifications inactives. Les certifications inactives, c'est celles justement qui n'ont pas été renouvelées, pas encore, ou qui ne le seront pas, ou qui ont été remplacées par une nouvelle qui est active, à la place de celle qui a disparu. Pourquoi France Compétences laisse des certifications inactives sur le site? C'est parce que moi, j'ai un titre professionnel qui date d'il y a 3 ans et puis cette certification est inactive, mais je présente ce titre professionnel à un employeur, il faut que mon employeur puisse aller voir sur France Compétences qu'est-ce que c'était que cette certification. Hein. Donc, il y a encore des gens sur le marché du travail qui sont avec des titres professionnels ou des certifications de compétences acquises pour une certification qui n'a pas été renouvelée, mais ça ne remet pas en cause leur titre. Ils restent serruriers, dépanneurs, installateurs, ou ils restent entrepreneurs de la coiffure, ou ils restent ce que vous voulez. Hein. Même s'ils ont eu leur certification avant le renouvellement. Leur titre est toujours leur diplôme, entre guillemets, hein, leur parchemin, leur certification est toujours valable. Donc, il faut qu'on puisse aller regarder qu'est-ce que c'était que cette certification. Voilà, je vais couper provisoirement ma vision du chat, hein, comme ça je vais pouvoir continuer parce qu'il est déjà 3h15. Alors, donc, quel est l'écosystème de tout ça? Donc, vous avez compris qu'on a un organisme certificateur en orange. L'organisme certificateur, lui, c'est lui qui est titulaire d'un titre professionnel, un titre à finalité professionnelle ou d'un CQP ou d'un diplôme auprès de France Compétences, d'accord? Et on a un organisme de formation qui, lui, eh bien, forme des gens à passer l'examen qui permettra d'avoir ce titre à finalité professionnelle ou cette certification de France Compétences. Donc, je décide de devenir organisme certificateur, donc je fais enregistrer ma certification au répertoire national ou au répertoire spécifique. Je dis bien, je fais enregistrer ma certification, j'aurais dû mettre ça en gras. Ce n'est pas une formation ce que je dépose. Ce que je dépose, c'est une certification, c'est-à-dire un système d'examen. Qu'est-ce que les gens passent comme examen? Qu'est-ce que les candidats passent comme examen pour valider qu'ils ont bien les compétences requises pour exercer ce métier? Ou bien, quel examen passent-ils pour démontrer qu'ils ont bien la compétence qui est définie dans ma certification de compétences professionnelles. Et là, ils doivent passer un examen qui doit être sanctionné par un jury d'examen. Il y a forcément, que ce soit au répertoire spécifique ou au répertoire national, un jury d'examen et un processus d'examen. C'est ça qui est déposé au répertoire, avec un référentiel de certification que nous allons voir après. Je ne dépose pas de formation, je ne dépose pas de programme de formation. Voilà. D'accord? Donc, je fais enregistrer ma certification au répertoire national ou au répertoire spécifique. 2, je signe un contrat avec un organisme de formation ou un réseau de partenaires organismes de formation qui vont
développer ma certification, ils vont lui donner de la valeur à ma certification, parce que plus il y aura de gens qui auront ma certification sur le marché du travail, plus ce sera intéressant pour moi. Si je suis tout seul à former sur ma propre certification, je limite un petit peu la valeur sur le marché du travail de ma certification. Donc, quand même, on est dans un système de création de valeur, et quand je crée un réseau d'organismes de formation préparant à ma certification, je crée de la valeur. À la fois pour les organismes de formation, parce qu'ils n'ont pas à se préoccuper d'aller déposer une certification, et puis pour les candidats à obtenir cette certification, parce que ça va quand même un petit peu plus vite, et puis même pour ma propre entreprise et pour la certification elle-même. Bien. 3, quand j'ai trouvé un accord avec un organisme de certification, un organisme de formation, moi, organisme certificateur, je vais déclarer à France Compétences, voilà, CFS+, eh bien, est organisme de formation qui prépare à la certification de Efficient Waste. Tiens, un coucou Pierre-Henri s'il est là. Voilà. Donc, je peux avoir un opérateur qui s'appelle Efficient Waste, qui est un organisme certificateur, qui a une certification déposée au registre national ou au registre spécifique. Eh bien, il déclare CFS+, à France Compétences comme organisme de formation préparant à sa certification. D'accord ? Et ensuite, alors, France Compétences transmet cette information à la Caisse des dépôts. C'est le point 4. Hein. France Compétences et la Caisse des dépôts échangent leurs données. Et là, France Compétences et la Caisse des dépôts ont croisé leur système d'information pour que toutes les nuits, eh bien, la Caisse des dépôts puisse récupérer les nouveaux partenaires qui ont été déclarés à France Compétences. Donc, pour répondre à la question de la sous-traitance tout à l'heure, ce n'est pas un sous-traitant que l'on déclare, c'est un partenaire que l'on a qualifié comme apte à préparer notre certification. Bien évidemment, il vaut mieux avoir un contrat de partenariat. Il vaut mieux que dans ce contrat de partenariat, on s'assure de la qualité du prestataire de formation, en particulier, entre autres choses, qu'il soit Calliope, à minima, et puis qu'il nous apporte aussi des garanties par rapport à la façon dont il va se comporter vis-à-vis de notre certification. Et puis, qu'on puisse mettre aussi des conditions en disant, voilà, le nombre de personnes qui doivent avoir passé leur certification chaque année, et puis le nombre de personnes qui doivent avoir réussi. On peut mettre des pourcentages de réussite. Ce contrat est un contrat de gré à gré et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais il faut être dans un système de valorisation de notre certification et pas être dans quelque chose de limité. Donc, le contrat que l'on passe, le contrat de partenariat, il est quand même important. Voilà. OK ? Et puis, donc, après, eh bien, la Caisse des dépôts valide le fait que je peux être organisme de formation préparant à cette certification puisque France Compétences a transmis l'information à la Caisse des dépôts. Alors, je peux aller valider ma formation sur EDOF comme étant une formation certifiante avec le code CPF du certificateur. Et là, j'ai volé personne, je n'ai pas usurpé, je ne suis pas allé chercher un code CPF sur Internet, je l'ai trouvé, j'ai dit, tiens, je vais préparer ça. D'accord ? Ce temps-là, c'est terminé. Ce Far West-là, c'est fini. D'accord ? Car il y a un moment donné où il faut être sérieux. On ne peut pas aller délivrer des formations pour des certifications sans l'autorisation du certificateur. D'accord ? Et puis, donc, je forme les gens. Et puis, la dernière partie prenante, c'est même le premier des parties prenantes, c'est notre acheteur, hein, le bénéficiaire du CPF. Eh bien, il peut nous acheter sa formation certifiante. Voilà. On le forme. Mais après l'avoir formé, encore faut-il qu'il aille passer l'examen pour obtenir sa certification. Et à un moment donné, vous pouvez vous attendre à ce que la Caisse des dépôts vienne vous demander des comptes sur ce sujet-là. Bien, vous avez formé des gens à passer un examen de certification. Combien sont-ils allés passer l'examen de certification? Combien ont-ils obtenu? C'est quoi vos résultats par rapport à ça? Vous avez déjà ça dans Calliope, hein? Bon, en particulier, alors, dans Calliope, le répertoire spécifique est sorti. Donc maintenant, on n'a plus que le répertoire national. Mais vous devez justifier quand même
des résultats que vous avez obtenus avec l'indicateur 3 de Calliope. Est-ce que ça va? Je regarde. Un CFA peut devenir organisme certificateur, bien évidemment, puisque un CFA a un numéro de déclaration d'activité et dans le champ de la formation professionnelle, vous pouvez tout à fait devenir organisme certificateur en préparant un titre à finalité professionnelle qui est le vôtre et que vous allez préparer en apprentissage. On peut aussi inverser les choses. Est-ce qu'un organisme certificateur peut faire que sa formation, que son titre à finalité professionnelle soit éligible à l'apprentissage? La réponse est oui. Hein. Ça fonctionne dans les deux sens, votre question. Hein. L'organisme formation peut-il devenir l'organisme certificateur? La réponse est oui. L'organisme de formation peut être l'organisme certificateur. Bien sûr, c'est le premier partenaire du système. Je n'ai pas besoin de contrat de partenariat avec moi-même, mais je peux bien évidemment être l'organisme certificateur et l'organisme de formation. Et dans ces cas-là, j'ai deux casquettes. Je suis organisme de formation, ça c'est Bonjour France Compétences, et c'est avec France Compétences que je discute de ma certification, de son référentiel, de la qualité de la certification, du nombre de sortants, des cohortes de sortants, de ce que sont devenus les sortants, donc comment se passe, et puis que je vais renouveler ma certification en démontrant qu'elle a été utilisée sur le marché du travail, etc. Et puis, mon côté organisme de formation, c'est plus avec France Compétences que je discute, mais avec le groupe Caisse des dépôts et consignations. Donc, j'ai deux interlocuteurs en fonction de mes deux fonctions, organisme certificateur ou organisme de formation. Mais je peux tout à fait être les deux sans pour autant devenir schizophrène. Ça va? Alors, je continue. Point clé numéro 3, parce qu'il est déjà, ça fait déjà 1 heure que je bavarde et moi, je n'avance pas, mais je réponds à vos questions. Point clé numéro 3, disposer de parcours susceptibles d'éligibilité au financement par CPF, par les répertoires nationaux. Bien. Alors, je vous ai mis là. Alors, c'est peut-être pas très lisible, mais vous le verrez mieux si vous téléchargez le PDF. Dire, quand je veux déposer une certification au répertoire national, il faut que je vois déjà ce qui se passe dans mon environnement. Donc, vous avez un outil formidable qui s'appelle le Formacode, qui vous permet déjà d'aller chercher un petit peu dans l'environnement qui est le vôtre, les formations et puis les compétences qui sont nécessaires pour cette formation. Donc, vous allez sur Formacode, le Formacode, vous avez l'adresse ici, là, formacode.centre.info-.fr. Vous savez qu'en formation professionnelle, on a 3 codes principaux. On a le code NSF, qui est le code des nomenclatures de spécialité de formation. D'accord? Et le code des nomenclatures de spécialité de formation, quand vous avez rempli votre numéro de déclaration d'activité, vous avez rempli un formulaire CERFA, et à la fin de ce CERFA, on vous demandait de donner un code à 3 chiffres qui serait votre spécialité de formation. Bien, votre spécialité de formation, ou vos spécialités de formation, vient de cette nomenclature NSF. On en reparlera avec la cascade NSF. D'accord? Bien, alors là, moi, j'ai fait une recherche sur le Formacode. Par exemple, j'ai pris le mot cinéma. Alors, sur le cinéma, j'ai 2 formacodes dans les domaines cinéma et régie cinéma-télévision. Donc, vous voyez, ça me permet déjà d'affiner ma recherche. Et puis, j'ai le logiciel cinéma. Et puis, j'ai 19 formacodes dans les formacodes. Et quand je clique sur le formacode cinéma, là, j'arrive sur des termes génériques. Alors, j'ai des formacodes génériques, mais surtout, j'ai des codes NSF. Vous voyez, j'ai trouvé mon code de nomenclature de spécialité de formation qui correspond à cinéma. Eh bien, mon code NSF, c'est 323. Vous voyez, le code NSF, c'est 3. Alors, je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est un peu petit, mais 323, technique de l'image et du son, métier connexe du spectacle. Voilà. Là, j'ai trouvé un code NSF qui correspond à ce que je fais.
et voir si mes formations sont susceptibles d'être éligibles au CPF. Là, je commence à construire mon ingénierie de certification quand je commence par là. Dans quel environnement est-ce que je me situe? Je vais déjà aller voir mon format code, puis je vais voir à quel code NSF ça correspond. Et le format code a un avantage également, c'est qu'il me donne le code ROM. Alors, le code ROM, c'est le troisième code qu'on a en formation professionnelle, c'est le répertoire opérationnel des métiers. Le répertoire opérationnel des métiers il est géré par Pôle emploi. Le code format code, il est géré, le format code, par nos amis que je salue de Centre Info. Formidable outil, le format code, mais formidable outil, trop méconnu, trop inutilisé. Avec ce format code, donc j'ai trouvé les codes ROM, là, répertoire opérationnel des métiers, voilà, qui est production en laboratoire cinématographique. Et puis là, je peux cliquer, voir la fiche ROM. Et à ce moment-là, quand je vais sur la fiche ROM, je suis sur le site de Pôle emploi. Et là, j'ai la fiche métier. Et quand j'ai la fiche métier, ah ben, je vais commencer à pouvoir m'interroger sur les compétences sur lesquelles je vais travailler par rapport à ma formation. Et là, je suis sorti de ma préoccupation de simplement être fixé sur il faut que je fasse la formation sur ça, ça, ça et ça et ça. J'ai rendu ma formation opérationnelle, comme on dit dans Calliope, opérationnelle et évaluable. Voilà, donc en fait, elle est opérationnelle parce qu'elle conduit à des compétences qui sont reconnues par une fiche métier sur le site de Pôle emploi. Voilà. Alors, pour résumer, je passe par mon format code, je mets cinéma, ensuite je trouve un code métier, par exemple, réalisation cinématographique et audiovisuelle. Donc, je clique sur la fiche ROM et à ce moment-là, je vais aller voir les compétences requises pour faire ça. Et là, j'ai commencé à rentrer dans le système qui me rapproche d'un système de certification professionnelle. Je suis sorti de ma préoccupation pédagogique de former sur ça, ça, ça et ça. Je commence à construire mon ingénierie de certification quand je fais ça. Voilà. Donc là, je suis très technique, si vous voulez, mais c'est un conseil. Alors, l'INRS ne passe pas de contrat de partenariat. L'INRS accrédite des organismes de certification pour être organisme certificateur. C'est un système d'accréditation. Je réponds à ça, je reviendrai au format code, mais vous avez l'INRS et vous avez le CNAPS, hein, Conseil national des activités privées de sécurité, hein, qui sont des organismes qui donnent des agréments. Quand vous faites de la formation pour les élus, par exemple politiques, hein, maintenant, si vous pouvez faire de la formation pour les élus, eh bien, les formations pour élus, l'organisme de formation qui fait de la formation pour les élus doit être agréé par le ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que quand la DRETS maintenant, vous écrit pour vous envoyer votre numéro de déclaration d'activité, la DRETS vous écrit « Attention, ce numéro ne vaut pas agrément de l'État ». C'est déclaratif. Maintenant, pour faire certaines fonctions de formation professionnelle, il faut avoir un agrément. Et c'est le cas pour certaines fonctions avec l'INRS, en particulier pour la santé et sécurité au travail. L'organisme de formation doit être agréé par l'INRS. Ce n'est pas un partenariat. Pareil, je fais de la formation en sûreté et sécurité, je dois être agréé par le CNAPS. Et pour revenir sur l'INRS, non seulement mon organisme doit être agréé, mais en plus, les formateurs doivent être habilités par l'INRS. Alors, l'habilitation INRS, elle est inscrite au répertoire spécifique. Donc, je peux former quelqu'un pour lui préparer à obtenir son habilitation SST à l'INRS. La formation que je vais lui délivrer sera sûrement éligible au CPF puisque je le prépare à une habilitation. Vous voyez hein, comment ça marche. Mais l'INRS ou le CNAPS n'ont pas de sous-traitants. Ils ont des organismes de formation agréés. Le contrat de partenariat est fait par l'organisme certificateur, la réponse est oui. Et en général, je pense qu'il est plus prudent de
montrer à France Compétences lorsqu'on dépose sa demande son contrat de partenariat. D'abord, pour montrer à France Compétences qu'on est ouvert sur le partenariat et qu'on entend développer un réseau. Et dans quelles conditions? Voilà. Je pense que France Compétences va accélérer le mouvement là-dessus parce que voilà, il faut qu'il y ait moins de certifications sur les mêmes sujets. Voilà, donc je termine sur le format code. Là, on est rentré sur disposer de parcours de formation susceptibles d'éligibilité au financement. Ça veut dire qui sont en écho, qui sont en rapport avec une profession, avec un métier, avec des compétences. Et ces compétences, elles existent sur le marché du travail. J'ai constaté que ces compétences existent sur le marché du travail grâce aux fiches métiers. ROM. Hein. Donc là, je vais chercher par mots-clés sur le format code, et puis je vais trouver des fiches métiers sur le site de Pôle emploi qui vont m'intéresser. Voilà. Point clé numéro 4, après, il faudrait peut-être que je cherche une certification professionnelle pour me rapprocher d'un certificateur avant d'aller moi-même déposer une certification au répertoire. Bien. Alors, je vous prie de m'excuser. Alors, point 4, je vais rechercher une certification. Donc, je vais sur le site de France Compétences. Sur le site de France Compétences, vous avez un onglet Trouver une certification. Vous cliquez là-dessus et puis vous arrivez sur, voilà, je vous ai mis le lien d'ailleurs, là, rechercher une certification, trouver une certification disponible dans le répertoire spécifique et le RNCP. Bien. Alors là, c'est pareil, hein, je suis resté sur mon idée de travailler sur le cinéma. Alors, quand je fais cinéma, eh bien, j'ai 75 titres à finalité professionnelle ou diplômes, parce qu'il y a des diplômes, par exemple CAP, opérateur projectionniste de cinéma. Ben, CAP, c'est un certificat d'aptitude professionnelle, c'est un diplôme de l'éducation nationale. Technicien d'exploitation cinématographique, alors ces deux certifications sont inactives, hein, mais enfin le métier existe toujours. Bien. Et puis, le métier d'opérateur projectionniste de cinéma existe, eh bien, je peux, moi, demain matin, décider d'aller déposer un titre à finalité professionnelle de opérateur projectionniste de cinéma. Ça ne pose aucun problème. On va voir comment je vais faire après, ce que je dois faire pour que ce soit reconnu et reconnaissable et admissible. Vous voyez ? Donc j'ai 75 résultats. Je suis désolé si c'est un peu petit pour vous. J'espère que vous avez pu télécharger le PDF. C'est beaucoup plus lisible sur le PDF. Bien. Donc j'ai 75 diplômes CQP et titres professionnels enregistrés au répertoire national. Bon, et j'ai 3 compétences spécifiques enregistrées au répertoire spécifique qui comprennent le mot cinéma. D'accord ? Donc, j'ai Motion Design avec After Effects et Cinéma 4D, base technique. J'ai graphisme 3D sur Cinéma 4D, fondamentaux et base technique. Et puis, j'ai maquillage cinéma. Bon, bah tiens, maquillage cinéma. Ah, ben moi, j'ai un CAP de maquilleuse. C'est un titre à finalité, c'est un diplôme, un CAP. Donc, je suis diplômée maquilleuse ou un BEP ou un brevet de maîtrise ou ce que vous voulez. Mon métier, c'est maquilleuse. Eh bien, tiens, je me fais une option supplémentaire, une spécialité qui est maquillage cinéma. Bon, on voit bien que maquillage cinéma, c'est pour des gens qui savent déjà maquiller, qui ont déjà la profession de maquilleuse ou de maquilleur. Et donc là, on est vraiment sur ce que c'est qu'une spécialité. Ah bah tiens, je veux faire moi aussi, je veux préparer, je veux faire une formation de maquillage cinéma. Et puis, bon, je dis, pourquoi je vais aller m'embêter la vie à déposer une certification? Je vais appeler Make-up Forever, puisque c'est Make-up Forever, qui est le certificateur de la RS 5310, maquillage cinéma. Et puis, si on trouve un accord avec Make-up Forever va me déclarer à France Compétences, qui va me déclarer à la Caisse des dépôts, et hop, ma formation de maquillage cinéma deviendra éligible au CPF. Voilà, c'est un peu complexe, mais une fois qu'on a compris, c'est pas si compliqué. Donc,
point clé numéro 5, ben, je prends contact avec Make Up Forever, l'exemple qu'on vient de voir. Bon, j'ai deux façons, j'ai deux statuts possibles avec Make Up Forever. Soit j'ai un statut de partenaire, bien parce que Make Up Forever, comme les autres, si Make Up Forever est là, je les salue, je ne les connais pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, soit j'ai un statut de partenaire, donc je suis organisme de formation préparant à la certification. Éventuellement, je peux être habilité à préparer à la certification, même à organiser l'évaluation pour le compte du certificateur. D'accord ? Mais c'est le jury de délivrance de la certification qui relève de la responsabilité du certificateur ou des co-certificateurs. Je prends un exemple. Bien, je connais une institution, la formation se déroule, le formateur, il est agréé par l'institution, il fait sa formation, puis à la fin de la formation, il fait passer un examen. Donc, lui, il est autorisé par le certificateur à faire passer l'évaluation. Et puis, il fait passer l'évaluation, il la corrige, l'évaluation. Mais il ne délivre pas la certification. Une fois qu'il a corrigé l'évaluation, il envoie l'évaluation chez le certificateur. Et il y a un jury chez le certificateur qui vérifie que l'examen s'est bien déroulé, que les notes attribuées sont correctes par rapport au barème et par rapport aux critères, que visiblement il n'y a pas eu de favoritisme ou de défavoritisme, je ne sais plus comment on dit, mais bon, voilà. Et donc, l'examen s'est déroulé dans les conditions normales et habituelles. Alors, moi, certificateur, je valide l'examen et j'attribue la certification. Ce n'est pas l'organisme de formateur qui attribue la certification. De la même manière que pour Calliope, ce n'est pas votre auditeur ou votre auditrice Calliope qui vous attribue la certification Calliope. C'est l'organisme certificateur qui va de la même façon vérifier le rapport d'audit de l'auditeur pour dire je valide, ou bien il manque quelque chose, ou bien il y a quelque chose en trop. Et c'est l'organisme certificateur qui certifie. Vous voyez ? Alors, maintenant, il y a un deuxième statut. Alors, c'est pareil, les documents que je vous ai mis là sont extraits d'une note relative à la qualité d'organisme certificateur. France Compétences a sorti beaucoup de notes et de notices qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, dont celle-ci qui est note relative à la qualité d'organisme certificateur. Devenir organisme certificateur impose des responsabilités, y compris sur le plan juridique, et puis ça implique aussi de ne pas s'engager dans des trucs plus ou moins borderline sur le plan mental, etc. Enfin, tout ça est très bien expliqué dans la note de France Compétences. Bien. Et donc, il y a une liberté de stade d'organisation entre organismes co-certificateurs. Donc, on peut être co-certificateur, on peut se mettre à plusieurs pour déposer un titre ou une certification à France Compétences. Et à ce moment-là, nous sommes co-certificateurs. D'accord ? Eh bien, la condition de recevabilité, la condition, c'est que chaque membre réponde à une question d'honorabilité et ne soit pas sous le coup d'une interdiction de dépôt. Attention, répondre à la condition d'honorabilité, de toute façon, même si on est certificateur tout seul, on ne peut pas y échapper. Bien. Et vous lirez de façon détaillée ce qu'on vous explique sur la qualité d'organisme certificateur. D'accord ? Bien. En cours d'enregistrement, de nouveaux co-certificateurs peuvent être identifiés ou se substituer. C'est-à-dire que vous pouvez inscrire des nouveaux co-certificateurs quand vous le souhaitez. Voilà. Mais c'est deux statuts différents. Bien évidemment, les deux co-certificateurs certifient avec leur propre réseau de partenaires. Voilà, je peux avoir le réseau de partenaires de CFS+, et puis mon co-certificateur Efficient Ways aura son réseau de partenaires Efficient Ways. Nous sommes tous les deux co-certificateurs avec tous les deux notre propre réseau de partenaires. Vous voyez, ça peut faire... c'est pas mal de réunir ces forces, c'est-à-dire que voilà, à plusieurs, on va plus loin. Voilà, la pratique commerciale entre le certificateur et un OF, le marché est libre, il n'y a pas de réponse toute faite aux pratiques commerciales. J'invite à la prudence,
Simplement, quand des certificateurs veulent taper dans votre caisse d'organisme de formation, pour moi, c'est illégitime. C'est-à-dire que l'organisme certificateur, lui, doit facturer le fait qu'il va faire passer un examen ou qu'il va valider un examen que vous avez fait passer, donc il doit faire payer son travail de certificateur. Il peut vous demander un droit d'accès, voilà, un peu comme une façon presque de franchise pour rentrer dans le réseau, mais il ne peut pas vous dire, vous me devez 50% de votre chiffre d'affaires en tant qu'organisme de formation. Voilà. S'il y a des gens qui acceptent ça, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de règle. Le marché est libre. Mais pour moi, c'est aberrant. Hein. C'est-à-dire que moi, je facture de la formation et vous me facturez de la certification. Donc, restons-en là. Hein. Je ne vais pas commencer à aller, moi, vous demander un intérêt sur votre chiffre d'affaires, sur toutes les certifications que vous faites. Donc, même sur les chiffres d'affaires, sur la formation que je délivre pour moi, c'est un peu exagéré, un peu illégitime et pas très équilibré comme deal. Voilà. Le deal, c'est plutôt, ça va vous coûter 250, 300, 400, 500 euros par certificat, voilà. Par certification, par personne qui va venir passer l'examen ou dont nous allons valider. Bon, voilà, c'est un autre deux choses. Peut-on être en partenariat pour le DCL? Je ne sais pas, le DCL, s'il y a un certificateur DCL, bien évidemment, vous vous rapprochez du certificateur propriétaire du DCL et puis vous voyez avec lui comment être partenaire, bien sûr. Unité de formation d'ingénieurs, comment on peut, pour des UE, unités de formation d'ingénieurs, là on est sur quelque chose de particulier avec les écoles d'ingénieurs, qui est un système qui relève plus ou moins d'un CPF un petit pas différent, mais vous voyez avec l'école d'ingénieurs, normalement tout doit être déjà inscrit au répertoire national. De toute façon, il y a une histoire de répertoire national. Lorsqu'on cherche une qualification, au lieu de s'adresser au certificateur en premier lieu, la réponse est oui. Hein. Savoir avec quel organisme de formation il a conclu un accord de partenariat, j'ai envie de dire, il n'est pas obligé de vous le dire, mais vous le découvrirez très vite sur mon compte formation.gouv.fr, puisqu'il suffira de rechercher sa formation, et que même sur France Compétences maintenant, on a une mention organisme de formation préparant à cette certification. Donc voilà, un certificateur qui voudrait rendre ça secret, il perdrait un peu son énergie et son temps. Un CFA peut devenir un organisme certificateur? La réponse est déjà oui. Voilà. Se faire certifier CPF si nous ne sommes pas organisme de formation me paraît un petit peu difficile, sauf si on est un éditeur de logiciels, par exemple. Vous avez au répertoire spécifique, par exemple, vous avez un répertoire spécifique qui est AutoCAD. Alors ça, c'est une certification éditeur. Voilà. C'est le propriétaire d'AutoCAD qui a une certification. Donc vous pouvez vous rapprocher d'AutoCAD pour préparer des utilisateurs à utiliser AutoCAD. Enfin, je ne sais pas quelles sont les conditions d'AutoCAD. Voilà. Alors, je continue. Donc, vous voyez, hein, vous avez deux statuts, partenaires ou co-certificateurs. Voilà. Point clé numéro 6. Hein, donc, c'est point clé numéro 6, c'est alors vous n'avez pas de retour. Vous n'avez pas réussi à trouver un organisme certificateur avec lequel faire un deal. Eh ben, vous devez évaluer l'opportunité de déposer votre propre demande d'enregistrement au RNCP ou au RS. Vous avez 80% de rejet au RS, 80% de rejet au répertoire spécifique et 40% de rejet au répertoire national. Autant dire qu'avant de tenter l'aventure, il vaut mieux être sûr de soi. Voilà, enfin, d'y aller avec des billes sérieuses et un dossier bien construit et bien documenté. Donc, première chose, c'est il faut que vous arriviez à démontrer que votre titre professionnel ou votre certification a une adéquation avec le marché du travail. Première cause de rejet, adéquation avec le marché du travail non démontrée. Deuxième chose,
le marché du travail, ben, vous n'avez pas réussi à montrer que le marché du travail, il a besoin de maquilleuses en cinéma. Bon. Ah ben, vous avez réussi à démontrer que le marché du travail a besoin de maquilleuses en cinéma, mais vous n'avez pas réussi à démontrer que sur ce marché du travail qui a besoin de maquilleuses ou de maquilleurs en cinéma, eh bien, votre certification, elle a de la valeur. Bien. Alors, il faut que vous arriviez à démontrer à la fois que le marché du travail a besoin de maquillage en cinéma, et puis que dans ce maquillage en cinéma, vous avez une part intéressante, parce que vous avez déjà délivré des titres RNCP, ou que vous avez déjà travaillé avec votre certification de maquillage en cinéma, avec des partenaires que vous avez déjà eus, et vous avez déjà fait des formations pour ça. Là, on commence à construire notre dossier. Et puis, situation des cohortes de certifiés jugées insuffisantes au répertoire national. Hein. Ça, les cohortes au répertoire national, c'est une obligation. On veut savoir ce que les personnes qui ont votre titre sont devenues après 6 mois et 2 ans. Eh bien, s'il n'y en a pas assez qui sont dans le métier ou qui ont des rémunérations inférieures au niveau visé, alors eh bien, on va juger ça insuffisant et le dossier sera rejeté. Voilà. Et puis, dernier point, attention à la classe 4 de la nomenclature des spécialités de formation. Le développement personnel, alors là, à éviter à tout prix. Tout ce qui concerne le développement personnel, vous allez au RS, vous êtes sûr d'être jeté. Au RN également. Attention à la façon dont les choses sont présentées. Que vous puissiez préparer des professionnels à être des professionnels du développement personnel, pourquoi pas, hein. Mais tout ce qui est je dépose une certification de développement personnel, c'est très mal vu. Et puis dernière chose, hein, il y en a d'autres, je ne vous les ai pas toutes mises, mais bon, quelqu'un qui présente un dossier, il y a aussi la durée des formations. Hein. Quelqu'un qui présente un titre RNCP avec une formation de 10 jours, on va lui dire, est-ce qu'on apprend un métier en 10 jours? Bon, en 3 jours. Ouais. Ça, des formations de 3 jours, 10 jours, une journée, 2 jours sur répertoire spécifique, mais pas au répertoire national. Au répertoire national, on apprend un métier. Un métier, c'est fait de blocs de compétences. Et au répertoire national, il faut développer un système dans lequel on définit des blocs de compétences. Et c'est avec ces blocs de compétences que je suis capable d'exercer un métier. Bien. Alors, quand on dit, il y a un bloc de compétences, là, il faut apprendre le métier, on va apprendre ça en 3-4 jours, c'est pas sérieux. Donc là, on est sûr que le dossier sera rejeté. Voilà, je continue. Le point clé numéro 7, pour un dossier au RNCP, donc disposer des situations personnelles après 6 mois d'au moins 2 cohortes de certifiés. C'est-à-dire que pour déposer un dossier au répertoire national, vous devez déjà avoir installé votre certification, avoir déjà délivré, fait passer des examens, avoir fait reconnaître ces examens par un jury. Hein, votre système, il doit déjà être créé. Bien. Et puis, vous ne pourrez déposer ça qu'après 6 mois minimum avec 2 cohortes, savoir ce que ces 2 cohortes, après 6 mois, ce que les gens sont devenus. Est-ce qu'après 6 mois, ils exercent bien dans une fonction, dans le métier qui a été visé? Et est-ce qu'ils sont bien rémunérés au niveau que vous visez? Hein, vous dites, je vise le titre de diagnostiqueur immobilier niveau 6. Bon, eh bien, pourquoi pas? Eh bien, vous allez me démontrer que vous avez au moins 2 cohortes de sortants de diagnostiqueurs immobiliers qui sont titulaires du titre de diagnostiqueur immobilier que vous leur avez délivré. Que sont-ils devenus après 6 mois? Exercent-ils bien un métier ou une fonction de diagnostiqueur immobilier? D'abord, sont-ils en emploi? Ton insertion globale à l'emploi, c'est est-ce qu'ils sont dans l'emploi? Dans l'emploi veut dire en situation de travail ou de travailleurs non salariés, on ne fait pas de distinction, mais ils sont en situation de travail. Et dans cette situation de travail, est-ce qu'ils sont dans le métier visé ou pas? Parce que je peux être diagnostiqueur immobilier et me retrouver infirmier. Alors là, je ne suis pas dans le métier visé. Voyez. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Si on n'a pas ça, c'est même pas la peine d'envisager d'aller au répertoire national. Bien,
Pour un dépôt au répertoire spécifique, là, il va falloir on évalue l'adéquation des besoins au marché du travail. Et je vous conseille, quand on aura fini, quand vous aurez le temps, de revoir le webinaire que j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire avec Goulven Droumaguet, qui est instructeur à France Compétences. Nous avons fait un webinaire où nous avons particulièrement parler du répertoire spécifique. J'attends la date avec laquelle nous allons pouvoir faire notre deuxième webinaire avec Goulven sur le répertoire national. On va faire un deuxième webinaire, mais que sur le répertoire national. Simplement, nous attendons la sortie de la notice du guide méthodologique d'aide à l'enregistrement au répertoire national, comme il y a eu le guide méthodologique d'aide à l'enregistrement au répertoire spécifique. Je vous conseille de voir ce webinaire, je vous conseille de télécharger ce guide méthodologique et puis de prendre conscience et connaissance de tout ça. Voilà. Donc, il faut démontrer que notre certification a de la valeur sur le marché du travail, premier point. Deuxièmement, que sur ce marché du travail qui a besoin de cette compétence, notre certification a de la valeur. Voilà. Et si on n'est pas capable de faire ça, ça devient un peu compliqué. Dans les deux cas, eh bien, il faut déposer un système de référentiel de certification. Donc, ce référentiel de certification, vous avez le modèle sous les yeux, d'accord? Donc, on va donner l'intitulé, c'est mon référentiel, hein, c'est-à-dire c'est les modalités d'examen que les gens vont passer. J'aime bien dire que ce document-là, c'est le cœur du réacteur. C'est ça qui fait vibrer, c'est ça votre formation, votre certification professionnelle. C'est ça l'examen que les gens vont passer. Et puis quand ils vont aller sur mon compte formation.gouv.fr, ils vont voir ce qui les attend dans l'examen qu'ils vont passer. Vous voyez, c'est ça le cœur du système. L'instructeur de France Compétences, même si vous avez un très beau système de référentiel, un très beau référentiel d'examen, de certification, si vous n'avez pas démontré d'abord que le marché du travail a besoin de cette compétence ou de ce métier, votre référentiel, il est sûrement très bien, mais il n'intéressera pas France Compétences et vous avez là encore de fortes chances d'être rejeté. Enfin, la demande, pas vous, hein, c'est pas vous qui êtes rejeté, mais votre demande. Et puis, vous pouvez la représenter, votre demande. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle a été rejetée une fois qu'on ne peut pas la représenter une deuxième fois en l'ayant améliorée, en tenant compte des observations qu'on nous a faites et en particulier que l'instructeur de France Compétences nous a indiquées. Donc, mon référentiel, c'est j'ai un référentiel, j'ai mes compétences qui sont à gauche. Je dois décrire les compétences et éventuellement les connaissances associées. Hein, parce qu'une compétence, c'est un geste et une posture professionnelle basée sur des connaissances, etc. Ensuite, les modalités, c'est-à-dire comment chaque compétence est évaluée, d'accord? Et puis, quels sont les critères d'évaluation? Voilà, donc, je veux dire, compétence 1, absolument interdit de dire savoir faire ça, connaître faire ça, être en mesure de faire ça. Ça, c'est de l'ingénierie de formation. L'ingénierie de formation consiste à dire notre objectif consiste à faire que vous soyez en mesure de faire ça. Ici, ça y est, normalement, ils ont fait la formation avec vous, ils doivent être en mesure de faire ça. Donc, on leur dit, fais ça. Voilà. Et nous allons constater que tu le fais bien. Alors, quelle est la compétence que tu vas me démontrer? Comment tu vas me la démontrer? Et moi, comment je vais l'évaluer? Vous voyez qu'on a fait évoluer notre ingénierie de formation vers une ingénierie de certification. Alors, l'un lié à l'autre, bien évidemment, mais ce n'est pas la même chose. Hein, je peux pas. Alors, dans mon dépôt à France Compétences, je dois m'interdire de mettre des comprendre, savoir, être en mesure de. Tout ça, c'est de la formation. Ici, on ne parle pas de formation, on parle de certification. Vous devez savoir faire, vous devez avoir compris, vous devez savoir. Voilà, donc, on va constater vos savoirs, vos savoir-faire et vos savoir-être, c'est-à-dire vos compétences et vos. Voilà, hein, savoir-être, on va dire posture professionnelle. Savoir-faire, on va parler de gestes. Hein. Quels sont les gestes et les postures professionnelles que vous allez nous démontrer, qui vont attester que vous avez la compétence pour faire
telle spécialité ou pour exercer tel métier. Voilà, je vais bientôt arriver à la fin, donc on aura bouclé en 1h30, ce que j'ai bien prévu de faire ça. Donc, point clé numéro 10, quand vous présentez une certification au répertoire national ou au répertoire spécifique, eh bien, faites en sorte que votre dossier soit complet, qu'il soit bien élaboré et surtout qu'il tienne compte de la doctrine de France Compétences. Pourquoi? Parce que doctrine, France Compétences nous dit qu'ils ont écrit une doctrine. En fait, la Commission nationale de la certification professionnelle d'avant était beaucoup moins, je n'ai pas envie de dire qu'elle n'était pas rigoureuse, mais c'était un système très, très, très différent. Et la CNCP communiquait beaucoup moins que ce que fait aujourd'hui France Compétences. France Compétences apparaît peut-être plus dur, plus âpre, plus rigide. Et en même temps, France Compétences défend à juste titre, à mon avis, une qualité des formations, des certifications professionnelles pour que les certifications professionnelles sur le marché du travail, elles aient une réelle valeur et pas une valeur approximative. Et donc, je ne veux pas dire que les certifications d'avant avaient des valeurs approximatives. Hein. Je ne veux pas critiquer le travail de la CNCP qui a fait ce qu'il devait faire avec les moyens qui étaient les siens, qui sont des moyens différents pour France Compétences aujourd'hui. Lisez les notes de doctrine de France Compétences, abonnez-vous à la lettre de France Compétences et puis tenez compte de tout ce qui vous est dit là. Hein. Faites attention au contrôle, des modalités de contrôle de justificatif, de qui proviennent les preuves, quel doit être leur contenu et quelle doit être leur forme. Voilà, je suis des cours de remise à niveau préparant un diplôme peuvent-ils être éligibles au CPF si ces cours sont présentés sous forme de bloc de compétences? Ce sera éligible au CPF le jour où ce sera inscrit au répertoire spécifique ou au répertoire national. Tant que ce n'est pas dans un des deux répertoires, ce n'est pas éligible au CPF. Votre question, c'est est-ce qu'on peut présenter quelque chose comme ça, France Compétences? Alors, je vous renvoie à ce que je vous ai expliqué. Allez voir le format code, allez voir les fiches métiers auxquelles ça correspond. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec les fiches métiers de Pôle emploi, avec le code ROM que vous allez trouver sur le format code. Et puis là, vous allez commencer à vous approcher, à sortir de ce schéma formation pour vous approcher d'un schéma certification professionnelle. Alors, démontrer la valeur sur le marché du travail des attestations sur l'honneur des deux premières cohortes, non. Alors, les deux premières cohortes, ce n'est pas pour le RS, c'est pour le RN. Hein, l'obligation des deux cohortes, c'est pour le répertoire national. Quant dans les deux cas, vous devrez produire des lettres de témoignage, surtout au RS, d'organismes, d'employeurs qui ont d'employeur, ça peut être national, ça peut être international, ou ça peut être un employeur local ou régional, qui dit, moi j'ai un intérêt pour cette certification parce que j'aurais besoin de personnes certifiées pour telle et telle raison. Voilà. Et je connais cet organisme parce que nous avons déjà travaillé ensemble et que j'ai déjà des personnes qui ont été formées sur ce sujet-là. Et que je trouverais pertinent que ces personnes, leur formation débouche sur une certification professionnelle. Là, on commence à montrer que notre formation, notre certification a de la valeur sur le marché du travail. Bon, là, nous venons d'accompagner un organisme pour une certification au répertoire spécifique avec le soutien de plusieurs fédérations sportives. Bon, a priori, je ne sais pas quelle sera la réponse de France Compétences, mais a priori, sur la valeur sur le marché du travail, je pense que la démonstration a été plutôt pas mal faite. Quant à la valeur de la certification par rapport à ce marché du travail, à mon avis, c'est quand même pas mal. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut que l'on apporte. Et ça ne suffit pas d'avoir des témoignages. Et ça, c'était un petit peu le cas avec la commission précédente. On ne veut pas voir France Compétences ne veut pas voir de lettres de soutien qui soient du sponsoring. On doit avoir des lettres de témoignages qui démontrent une histoire commune, etc. Et que
voilà, notre certification, elle n'est pas de nulle part. Vous allez commencer, allez voir le webinaire avec Goulven Drumagé. Goulven explique ça très bien au début. Hein. Il dit, vous commencez par nous raconter votre histoire. Qui êtes-vous et pourquoi cette certification vous est venue à l'esprit? Comment c'est venu à l'esprit? Qu'avez-vous fait pour faire que cette certification vous apparaît pertinente sur le marché du travail? Donnez-nous envie de vous soutenir, d'aller voir que ce marché du travail a besoin de ça. Puis après, quand on sera convaincu par ça, on va aller voir votre référentiel de certification. Et puis après, bon, on ira voir évidemment la qualité que vous entendez donner à votre certification, avec la qualité, là il y a une partie qualité à remplir aussi sur garantir que le déroulement de l'examen, comment se passe-t-il, la garantie de l'impartialité du jury, des choses comme ça, et puis la garantie du développement de notre réseau de partenaires. Voilà, hein. Quelle est la garantie que ma certification va avoir de la qualité sur le marché du travail? Voilà. Donc tout ça est très technique. La formation professionnelle continue, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire. On parle de formation professionnelle continue ou formation professionnelle en alternance. Bon, ce sont des modalités particulières. On ne parle plus de formation professionnelle continue, on parle de formation professionnelle. Et le certificateur est aussi OF. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de concurrence avec les autres OF? Alors là, vous me posez une question. Voilà, là, je renvoie à des conseils juridiques, je renvoie à des conseils en marketing. Et là, moi, je ne suis pas conseiller juridique. En cet après-midi, pas conseil marketing. Hein, voilà. Pour les universités, des fiches RNCP, un certain nombre d'universités ont des fiches RNCP déposées au répertoire national ou au répertoire spécifique. D'ailleurs, la Sorbonne vient encore d'en avoir plusieurs renouvellements de certification professionnelle au RNCP. Donc, si vous voulez préparer un titre de la Sorbonne, j'imagine que vous pouvez vous rapprocher de la Sorbonne. Pour dispenser la formation permis et formé dans l'hôtellerie, un droit d'accès de 1500 €. Je ne peux pas vous répondre si la formation de formé dans l'hôtellerie est un droit d'accès. Vous avez un certificateur qui vous demande un droit d'accès de 1500 €. J'ai envie de dire pourquoi pas. Est-ce que vous l'acceptez ou pas? Moi, c'est toujours la même chose. C'est combien ça me coûte, ça c'est important, mais combien ça me rapporte de l'autre côté, ça c'est important aussi. Peut-être que le certificateur n'a pas tout à fait tort de demander un droit d'entrée pour faire attention que les gens soient impliqués dans ce qu'ils font. Là encore, je préfère botter en touche, mais en tout cas, c'est recevable. Ça, on est sur les pratiques commerciales entre certificateurs et prestataires de formation. Voilà, je crois qu'il est 16h01, on avait prévu 14h30, 16h. Je vais devoir terminer ce webinaire. Alors, je vous ai mis pour conclure, conclusion et discussion, pour vous donner quand même l'idée que quand même tout n'est pas si noir. Ça, c'est les statistiques de France Compétences, puisque le journal officiel a publié une décision du 4 mars 2021 qui reprend toutes les certifications RS et tous les titres RNCP qui ont été validés par France Compétences depuis sa création en 2019. Donc, vous voyez, c'est le travail sur 2 ans de la commission de France Compétences. Vous voyez qu'on peut y arriver quand même. Donc, on a 239 certifications et habilitations au répertoire spécifique et 525 certifications au répertoire national. Donc, c'est quand même possible. Hein, voilà. Ça, c'est le résultat du travail de France Compétences. Et puis derrière, je vous remercie. Vous avez les contacts de l'équipe CFS+, puisque aujourd'hui, c'était un webinaire uniquement CFS+, et sans invité. Et puis, vous avez un petit résumé, justement, un détail sur ces 239 certifications et habilitations au répertoire et ces 525 certifications.
Je remercie beaucoup Gabriel, Gabriel Bonabo de notre équipe qui a fait ce travail de synthèse de la publication au journal officiel de ces 239 habilitations et certifications et 525 titres à finalité professionnelle et autres CQP ou diplômes au répertoire national. Voilà. Hein. J'arrête ici. Vous pouvez télécharger le document et puis utiliser ce document comme vous le souhaitez. Voilà, je vais terminer. Pardon. Hop, hop, hop. Est-ce que... Voilà, plus de questions, j'imagine. Voilà, donc j'ai terminé cette présentation. Il me reste, vous êtes encore 416, merci de votre écoute, de votre patience. Je crois que j'ai été assez bavard. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, j'ai envie de vous dire, quand vous allez lancer, si vous décidez de vous lancer dans la certification professionnelle pour déposer un dossier chez France Compétences au répertoire national ou au répertoire spécifique, évitez d'y aller seul, adressez-vous à quelqu'un qui connaît un petit peu la manœuvre. Je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre CFS+, on est un petit peu surchargé, donc on n'est pas en train de courir après la clientèle. Nous sommes nombreux sur le marché. Regardez, étudiez, demandez des justificatifs aux accompagnateurs sur combien ils ont accompagné leur taux de réussite au milieu de ces 80% de rejet au répertoire spécifique et 40% au répertoire national. Encore une fois, les chances d'être rejeté sont quand même très élevées, donc soyez indulgents avec les accompagnateurs surtout, mais bon, vous avez des performances. Voilà, donc je vous laisse et puis je vous dis rendez-vous à notre prochain webinaire. En principe, le jeudi 27 mai. Je n'ai pas noté l'invitation sur ce webinaire parce que nous n'avons pas encore arrêté avec le partenaire avec qui je voudrais faire ce webinaire, s'il va être en mesure de le faire ou pas. Alors, ce webinaire sera peut-être décalé ou bien je poursuivrai peut-être sur cette question du CPF. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence et à très bientôt.